Bonsoir tout le monde, bonsoir Dim, bonsoir Ray Charles, Salut. j'espère que vous allez bien. I got a woman. Et on dit pas ça juste parce qu'il porte des lunettes noires, c'est parce qu'il est vraiment aveugle en fait. Ouais, ça fait voilà, il a décidé de pousser le truc jusqu'au bout, donc vite ça va se lancer dans la soul et dans la cécité, c'est voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, exclusivité. Mais bêtises mises à part, ce soir on se retrouve pour une nouvelle session de Chasseurs Rouges, la 8e déjà. Comme ça passe vite, comme ça passe vite. Et une session où peut-être les conséquences des actes de nos chers bambins vont être amenées à les rattraper un peu, parce que vous avez mis un coup de pied dans la proverbiale fourmilière. Oh, pas qu'un seul. Et pas qu'un seul. Donc. On a joué que 2 personnes. Ouais, mais. En signant les meurtres à chaque fois. C'est ça, il y a un petit sens du spectacle et de la mise en scène qui peut-être. On a tué autant de mecs qui étaient potentiellement des chasseurs rouges que de flics qui n'avaient rien demandé à personne. Pourquoi tu rappelles des trucs nuls comme ça? Non, vous avez tué 2 civils et 2 flics. Vous êtes des meurtriers et c'est Oui. pas. Enfin, j'allais dire c'est pas grave. Si, c'est grave, mais disons que c'est Disclaimer. pas. Voilà, disons que ça fait partie de vos personnages, donc c'est pas hors de propos, mais malgré tout c'est pas tout à fait quelque chose de normal. Bon, ce bon petit Fernand vient de se réveiller. Après l'avoir torturé psychologiquement, nous avons pu ressortir quelques noms. Un peu plus d'informations. Notre prochaine visite sera dénommé Justin. Apparemment, il a déjà été chez lui, pourrait peut-être avoir plus d'informations sur nos proies. Et cette bête qui m'accompagne a décidé de le manger. Vraiment, décidément, il n'y a que son appétit qui compte pour lui. Je vais m'éloigner de là parce que l'entendre bouffer, c'est juste inutile. Une fois qu'il aura fini ça, nous irons voir Justin. En espérant que sa fin sera plus calme et que puisse avoir un peu plus d'informations. Je suis rentré chez Justin en prenant l'apparence de Fernand. C'est une façon assez drôle pour moi de m'infiltrer chez lui avant de potentiellement le torturer et avoir plus d'informations et peut-être tomber sur un chasseur. Mais bon, vu comment je m'infiltre, visiblement, c'en est pas un. Après lui avoir révélé mes capacités et ma véritable apparence, il a facilement déballé tout ce qu'il savait, car il se savait mort. Et chose promise, chose due. Je lui ai épargné une mort lente et douloureuse. Malheureusement, nous avons très peu d'informations sur les chasseurs qui sont parmi ces 16. À part la brique et Sainz, nous ne connaissons pas vraiment les autres noms. Est-ce que... On a peut-être quelques petites pistes, mais sans plus. Faudrait qu'on aille vérifier dans les archives de la police. Pour en savoir un peu plus. Après une bonne journée passée à rechercher tout cela, nous avons retiré un peu plus de noms et ça va nous permettre d'avancer. On va retourner auprès de Martin pour qu'il investigue sur eux et on verra comment ça avance. Ah! Et l'autre goinfre est reparti se nourrir de Justin. En espérant qu'il ne lui arrive rien.
Deva, tu regagnes l'hôtel après cette longue journée de travail dans les archives du commissariat. Lorsque tu passes la porte d'entrée, il y a un premier signe qui t'interpelle. L'accueil, qui est habituellement toujours occupé, et depuis quelques jours toujours occupé par Martin, est vide. Il n'y a personne sur cette chaise derrière le guichet. Tu vois, si tu jettes un coup d'œil rapide, des papiers entreposés un peu en désordre sur ce bureau de fortune, là où Martin se rattrape comme il peut de ses retards administratifs. Et rapidement, tu te rends compte qu'il y a un autre problème. La porte qui mène à la partie privée de l'hôtel, à votre cellule de réunion avec votre contact civil sur place, est entrouverte. Ce qui jusque-là n'avait jamais été le cas. Je vais voir ça tout de suite. Tu te... Bébé est dégainé, mais personne ne peut le voir. Je l'ai en main juste. Ok. On peut juste voir que j'ai le poing serré. Ok. Tu avances vers cette porte et assez rapidement, avant même de la pousser, tu sens une odeur féreuse, une odeur que tu connais bien, l'odeur du sang. Lorsque tu pousses la porte, la scène que tu découvres est pour le moins macabre. Dans la pièce, qui habituellement ressemblait à une sorte de salle à manger, les meubles ont été brisés et contre un mur gît le corps de Martin dans une mare de sang. Il a été entaillé à plusieurs reprises. Sa mort a dû être douloureuse. Il est exsangue, pâle, et au-dessus de lui, sur le mur, en un clin d'œil macabre et malvenu, est tracé un gigantesque 2, dégoulinant, faisant écho à ce qu'Isha a pu faire au corps de Fernand et à celui de Justin. Je vais fouiller le plus rapidement possible pour aller récupérer la craie. Voir si elle est toujours à sa place. Tu te précipites dans la chambre de Martin. Visiblement, la pièce a été un petit peu saccagée, mais pas vraiment fouillée. Et tu trouves sans difficulté la craie à sa place, dans sa cachette. Ok. Du coup, quand je vois ça, je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi qui puisse m'observer et tout. Je la remets là où elle était. Puis je vois qu'il y a vraiment sans personne en tout cas. Tu sens personne. De toute façon, il faudrait des capacités très particulières pour pouvoir se dissimuler ici. L'espace est relativement restreint. Il n'y a pas beaucoup de recoins. Ok, et du coup, une fois ça fait, je cours vers Isha. Ok. Dans 3/4 d'heure parce que je me vais pas me perdre en route. Non, pour le coup, c'est pas très très loin et ça devrait pas être trop problématique. Mais justement, en parlant d'Isha, de ton côté, tu es retourné chez Justin. Tu as trouvé la demeure comme vous l'aviez laissée, dans le même état, le corps gisant sur son canapé,
dans son sang séché. Commence à y avoir un peu l'odeur. Ok. Tu dévores ce cadavre comme à ton habitude, toujours avec ce rituel respectueux, recommandant son âme aux divinités auxquelles tu as appris à croire lorsque tu vivais dans les plaines américaines. Et une fois que tu as fini, que tu te sens, tu le sais, très temporairement, mais un peu repu, que fais-tu? Je vais fouiller un peu la demeure, voir s'il n'y a pas des infos qu'on pourrait glaner. Ok. Parce qu'on n'a pas pensé à le faire la dernière fois. Donc, Et dans ce cas-là, fais-moi un petit test d'investigation avec plaisir. pour voir ce que ça donne. Et ça donne pas grand-chose. Tu farfouilles et ce que tu trouves correspond principalement à ce que vous aviez pu comprendre de Justin, à ce qu'il vous avait dit de lui. Il y a quelques documents qui sont un peu... qui pourraient être problématiques s'ils venaient à être donnés aux forces de l'ordre et qui révèlent qu'effectivement il s'est occupé du soutien logistique de la bande des 16 à la cause anarchiste et à certains de leurs attentats, même si ce n'est pas le mot qu'ils emploient eux. Et à part ça, rien de réellement remarquable et probant. Rien qui attire ton attention en tout cas. Il y a peut-être des choses dans les papiers que t'as ou quoi que ce soit, mais là t'as pas vraiment le temps d'examiner en détail et du coup ça a l'air d'être des formalités de paperasse. S'il y a rien en rapport avec le surnaturel ou quoi, les papiers qui parlent de ces liens avec les anarchistes et tout, je vais m'arranger pour qu'ils soient en évidence, mais pas trop, pour que quand les flics trouveront le corps, qu'ils tombent dessus assez rapidement et qu'ils puissent faire les liens qu'ils ont à faire, quoi. Et le corps, ce qu'il en reste en tout cas, parce que... Le squelette. Ouais, c'est... Ok. Donc tu disposes un peu ça sur une sorte de bureau où il avait pas grand chose de sorti. Et ouais, tu te dis que éventuellement, si la police venait à tomber par ici, il serait assez facile pour eux d'au moins tirer les conclusions du fait qu'il faisait partie des 16 et que les 16 sont liés à des activités anarchistes auxquelles ils apportent un peu de soutien. Il y a... Il y a quand même quelques documents où il y a des noms, notamment le nom de Sainz qui ressortent. Je sais pas si tu les laisses ou pas, après ils sont pas très... Je les laisse pas dans le sens que même si je veux que les flics puissent tirer des conclusions, je veux pas qu'ils se mettent à essayer d'affronter des personnes qui vont les démolir. Donc ça c'est hors de question que ça tombe entre leurs mains. Ok. Très bien, donc en gros tu récupères toutes les mentions qui peuvent être faites de ceux qui sont à vos yeux des chasseurs rouges et tu laisses le côté logistique pour... C'est ça. Ok, d'accord. Et une fois que ça c'est fait, je quitte la demeure pour Très rentrer bien. à l'hôtel, quoi. Très bien, très bien. Quand tu quittes la demeure, tu ressens, tu sais, cette sensation désagréable à l'arrière de la tête, comme si quelqu'un t'observait. Et je vais te demander de me faire un test de pistage, pour le coup.
assez rapidement, cette sensation se concrétise alors que le vent qui est léger, c'est une très légère brise, te porte des effluves, une odeur que tu ne connais pas particulièrement, mais qui dégage ce je ne sais quoi qui caractérise les chasseurs, peut-être lié à la proximité avec la souillure dans l'entraînement de toutes les recrues de la Ligue. Il se tient, d'après ce que tu ressens, probablement derrière toi. Logiquement, ça laisse pas des tonnes de possibilités. Il y a des grandes chances qu'il soit sur le toit de la maison de Justin. Ok, je vais essayer au mieux de cacher cette découverte, tu sais, que mon corps ne trahisse pas le fait que j'ai découvert ce truc-là. Et faire genre que je pars l'air de rien, mais en essayant de trouver un moyen de me faufiler de l'autre côté de la maison, quoi. Mais que de prime abord, j'ai pas l'impression d'avoir capté, quoi. Ok, donc l'idée c'est de passer à l'arrière quand même. Ouais, l'idée c'est de faire croire que je me casse et d'essayer de me faufiler rapidement vers l'arrière pour essayer Ouais. de passer sur le toit pour le choper, quoi. Fais-moi un test de tromperie. Quand on a besoin des pros, ils sont pas là. Ok, c'est plutôt propre. Du coup, tu commences à te diriger un petit peu comme si tu quittais les lieux. Tu fais le tour de la bâtisse. Je te rappelle que c'est pas une maison, enfin elle est un peu isolée dans le sens où il y a quelques mètres de chaque côté, il y a une sorte de petit jardin court quoi autour. Donc en fait en restant sur le terrain et en longeant un peu les bordures, tu peux faire comme si tu partais puis faire le tour sans pour autant avoir besoin de te faufiler dans une minuscule ruelle. Ouais. Et t'arrives à l'arrière. L'idée est de grimper sur le toit. Ouais, de grimper le plus vite possible pour essayer de le prendre par surprise. Ok, bah fais-moi ton test d'acrobatie escalade pour voir ce que ça donne à ce niveau-là. Et ça donne très bien. Ça donne très très bien même. La maison n'est pas haute, hein. C'est loin de là. Donc en fait en prenant un petit peu d'élan avec un simple appui sur un rebord de fenêtre, tu peux sauter et accrocher le rebord du toit. Et au moment où tu accroches le rebord du toit et que tu commences à te hisser, tu te retrouves nez à nez avec un homme aux cheveux grisonnants. Un homme qui correspond parfaitement à la description que Fernand vous avait donnée et qui plante dans ton regard, ou du moins dans tes lunettes, ses yeux d'un bleu pâle dans lesquels tu vois effectivement une froideur, une distance et du mépris aussi. Avant que tu aies vraiment le temps de faire quoi que ce soit, tu reçois un coup de pied sec, pas très douloureux, mais sec au niveau du visage, qui te fait lâcher et retomber au sol. C'est pas vraiment douloureux, juste un peu désagréable. Et à partir de là, je vais te demander un test d'initiative, puisque lui va tout simplement sauter à terre à tes côtés pour essayer de se la donner quoi. Hop. Ok, alors attends,
juste que je vérifie. Tac, paf, paf. Pouf, pouf, pouf. C'est pas glorieux ça. Eh ben, c'est toi qui vas jouer en premier du coup. Juste parce que j'ai un doute, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu, j'ai 3 actions du coup. Yes. La première action sera de profiter de sa descente jusqu'à moi. Je prends un tomahawk et j'essaye de le marave avec quoi. Alors, sur le principe, t'aurais dû avoir 3 actions, on va dire que t'en as que 2 rapport au fait que Que je dois me relever. Ouais, c'est ça, te ramasser par terre, te relever, reprendre un peu ton souffle, parce que mine de rien, tomber presque à plat, ça coupe un peu quand même. Oui. Donc sur ce tour-ci, tu perds une action de Ok, te remettre bien en place. Et bah je vais donc, quand même lui mettre ok. un bon coup de tomahawk dans sa face. Ok. Fais ton greu, mon ami. Mon greu. Tac. Et tu t'élances. Alors attends, juste. Là. Dame. Tu t'élances et en fait, alors que tu brandis ton tomahawk et que tu commences à te précipiter sur lui, essayer de le frapper, tu vois que il a des gestes extrêmement fluides, très précis, et en fait, il esquive la plupart de tes coups. Et à un moment où tu pensais avoir une ouverture, tout simplement, il est un peu déséquilibré et tu le vois juste lever la main et dans sa main apparaît une dague, de ces dagues que vous connaissez bien. C'est visiblement un assassin et en fait il vient juste bloquer juste en dessous de ta lame au niveau du manche et bloquer ton coup et le faire glisser sur le côté pour éviter toute conséquence dramatique. De ce que tu en vois, ça a l'air d'être un combattant extrêmement expérimenté. Bien comprenant contre qui je me bats, je vais me mettre en position défensive. Ok. Et attendre de voir ce qu'il fait. Ok. Eh bien, lui va tout simplement invoquer une autre dague dans sa deuxième main et avec une lenteur presque calculée, s'élancer à l'assaut contre toi. Et c'est tout pété, donc t'as même pas besoin de te défendre particulièrement. En fait, il arrive pas à réellement créer une faille dans ta défense, ce qui fait que vous échangez quelques coups, tu pars sans trop de difficultés. T'as un peu l'impression qu'il t'évalue, qu'il te jauge, que dans un premier temps, il ne se découvre pas énormément. Et après ça, tu le vois faire un mouvement très vif d'une de ses mains pendant une de vos passes d'armes. Et en un clin d'œil, il a disparu. Il est plus devant toi. Et lorsque tu cherches un petit peu, tu le vois qui est réapparu sur le toit. Eh bien, les chasseurs rouges sont donc bel et bien des lâches. Il a un petit sourire satisfait, un peu hautain, et il te répond pas. Et du coup, nouveau tour, nouvelle vague d'initiative. Hop là. Ok. Et cette fois-ci, c'est lui qui va jouer en premier. Et de la même manière que tout à l'heure, il saute à nouveau. Mais cette fois-ci, il saute, pour ainsi dire, directement sur toi. Et se sert un petit peu de cet élan pour essayer de te déstabiliser. Et il y a 4 succès sur cette attaque, si jamais tu veux te défendre. On va partir sur une défense.
clairement, j'ai pas envie de lui laisser profiter de la gravité pour me mettre cher. Tac. C'est là que le debuff des lunettes devient compliqué. Alors, étant donné que t'as quand même atteint le seuil, tu vas pas prendre de dégâts. Par contre, le fait que toi t'es un inhibiteur, donc un 1, là où lui il y avait rien, ça va te mettre un peu en posture difficile. C'est-à-dire qu'en fait, avec la chute, t'es obligé d'un peu te ramasser pour éviter de tout prendre. Ce qui te permet de bloquer ses bras et de ne pas être entaillé par les lames de vif argent. Mais dans un... Ça va compliquer un petit peu la suite parce que tu es dans une posture justement où la mobilité est complexe. Et du coup, ta prochaine action défensive aura un malus d'1 dé. Ok. Lui profitant bien évidemment de sa supériorité continue 6 succès. Bah, tu sais quoi, de toute façon, moi de base, quand t'as dit que j'avais un désavantage, j'étais parti dans l'idée que je pourrais pas me défendre à la prochaine action, donc je vais rester sur cette idée-là. Je ne vais pas me défendre. Alors, du coup, ça devient un critique, ce qui est pas dramatique pour toi, parce que je crois que t'as pas d'armure, pas de protection, donc en soi, le critique ne fait rien, parce qu'il n'y a pas de protection à ignorer. Et tu subis l'équivalent de 19 dégâts, ce qui normalement te fait une blessure légère, si je dis pas de bêtises. Attends, mon seuil de blessure... Ouais, c'est ça. Donc en fait, alors que toi tu reprends un peu ton équilibre, que tu essaies de te redresser, lui replonge directement à la poursuite de justement ce moment de faiblesse et vient t'entailler à 2 reprises, une en travers du torse, l'autre sur le long de l'avant-bras, ce qui fait couler ton sang, qui est désagréable, un peu douloureux, pas dramatique, mais qui te montre aussi le niveau de capacité du bonhomme, qui a su saisir la moindre opportunité et qui n'a pas l'air motivé à s'arrêter là, puisque il s'élance à nouveau sur toi pour une nouvelle attaque où il n'y a que 2 succès. Donc je vais tenter de me défendre. okay. Du coup, il n'y a pas de malus sur celle-là, hein, si tu... Ouais. Ok, nickel. Et t'arrives à bloquer ses coups, bloquer ses assauts. Encore une fois, c'est assez perturbant. Il a cette lenteur très délibérée qui parfois est un peu trompeuse, puisque d'un coup il accélère, il vient chercher des angles que t'as pas vraiment l'habitude de voir défendre. Mais malgré tout, tu réussis à t'interposer, à bloquer ses bras, à le pousser dans des endroits où tu sais que tu arriveras à te défendre. Et après ça, il recule de 2 pas et semble lui aussi se camper un peu sur ses appuis. Ceci dit, juste oui. Au moment où tu l'es passé à l'offensive, encore une fois, il disparaît devant toi et cette fois-ci il ne réapparaît pas loin, juste sur le côté, un petit peu derrière. Il ne passe pas à l'attaque, mais disons que ta première attaque aura un succès de pénalité rapport au fait que il te faut te retourner rapidement et pour réellement pouvoir te projeter sur lui. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons un vrai client. Donc, vous n'allez peut-être pas aimer ce que vous allez voir. Et je me transforme. Ok. Tu te transformes. Tu sens en toi cette faim primordiale
infini qui te tiraille à jamais et que d'habitude tu fais de ton mieux pour réprimer. Et là, tu le sais, cette fin elle te donne aussi de la force. Donc tu la laisses s'exprimer, tu la laisses prendre le dessus. Alors que tu laisses finalement cette sorte de malédiction qui s'est abattue sur toi il y a bien longtemps se révéler dans son entièreté. Tes membres commencent à s'allonger, ton visage se déforme petit à petit et de ton crâne commencent à émerger des cornes. Cependant, alors que ce processus qui n'est pas non plus extrêmement long est en cours, tu vois un mouvement de la part de ton adversaire, quelque chose qui tombe au sol, quelque chose que dans un éclair de lucidité tu reconnais, une sorte de grenade alchimique, et autour de vous explose une sorte de nuage de poussière en suspension scintillante. Ta transformation ralentit, n'arrive pas à aller réellement jusqu'au bout, et tu sens quelque chose qui bloque les émanations de la souillure et la circulation à travers ton organisme. Ce qui fait que de tes bonus qui devraient être appliqués par ta transformation, il n'y a pas de bonus qui ne s'applique pas, c'est juste que tes mains déformées ne peuvent effectivement plus tenir tes armes, mais elles n'ont pas encore pris une forme suffisante pour que tes griffes infligent le plein potentiel de leurs dégâts, ce qui fait que tu infligeras seulement ta valeur de physique, pas les plus 2. Malgré uniquement avec mes mains par contre. Tes mains, enfin en gros c'est tu t'attaques dans cette forme-là, t'attaques avec tes mains, tes crocs, tes cornes, telle une bête en fait, telle la bête que tu es, tel le Wendigo qui sommeille en toi depuis le début, mais tes griffes sont pas assez longues en fait pour réellement creuser les chairs comme tu en as l'habitude, ce qui fait qu'elles feront un peu moins de dégâts. Ok, ça marche. Et voilà, donc t'as pas pris ta taille complète, au lieu des 3 mètres que tu fais habituellement, tu t'es arrêté à 2 mètres 30, quelque chose comme ça, ce qui est un peu déroutant dans un premier temps, mais malgré tout tes vêtements sont complètement déchirés et tu as cet aspect bestial. Et dans un dernier éclair de lucidité avant que réellement la bête en toi ne prenne complètement le dessus, t'es presque content que vous fassiez ça à l'arrière dans le jardin. Ça préservera un petit peu les populations. Oui. Et la transformation, ça m'a pas consommé. Non, ma ça t'a dernière pas action. pris d'action. Du coup, il te reste 2 actions. Non, une. Oui, t'as fait 4 en ligne. Ah, t'as fait 4. Ah oui, non, pardon, oui, t'as fait 4 en ligne. Oui, c'est vrai, tu t'es défendu 2 fois. Autant pour moi. Ouais, donc il te reste une action. Donc je me jette sur lui, griffe et croc. Tu te jettes sur lui, fais donc ton test. Même si. Hop, non, pas ça. C'est pas la bonne. Une erreur. Ah oui, ça c'est une ta erreur. défense. Ok. Et ben en fait, tu te jettes sur lui, griffe et croc sorti, et t'as pas toi le recul nécessaire dans cet état pour comprendre ce qui se passe, mais tu vois que très clairement, lui qui était tout à fait maîtrisé et qui jusque-là prenait un petit peu la mesure de tes réactions, maintenant qu'il est face à une bête, ça a l'air presque plus simple pour lui. T'es en un sens un peu plus prévisible, un peu plus désordonné, et à aucun moment il n'a vraiment besoin d'utiliser ses dagues pour se défendre. Il ne fait qu'esquiver tes coups, que se déplacer en jouant de ses épaules et de son jeu de jambes, ce qui est un peu irritant, même très agaçant pour un prédateur que de voir sa proie se dérober sans cesse. À plusieurs reprises, tu sens tes crocs claquer, tu penses que t'allais refermer ta mâchoire sur son cou et en fait tu ne trouves que l'air et ce claquement sourd qui résonne presque dans cette espèce de petite arrière-cour, alors que tu vois sur son visage se peindre un sourire de plus en plus mauvais.
Nouveau tour, nouvelle initiative. Je tiens à le dire, tu le sais hein, pour le coup, la grenade a une zone d'effet que tu connais et que si tu quittes, ta transformation arrivera au bout. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette zone-là qui est pas très très large. C'est quelques mètres de rayon, mais au cours d'un combat, ça peut être compliqué d'en sortir. C'est toi qui joues en premier. Je vais l'agresser, mais de façon à justement essayer, plus que de le blesser, je vais essayer de le bouler en dehors de la zone d'action, si j'arrive à le toucher. Ok, alors je vais te demander un test de corps à corps qui sera de difficulté 3 pour commencer à le faire bouger, de difficulté 4 pour réussir à le sortir en une fois. Ok, nickel. Et en fait, lui ne peut pas vraiment se défendre face à ça, et en fait tu te jettes sur lui, tu te rues, et tu le pousses. En fait, tu utilises tes cornes, notamment tes grandes cornes de cerf, pour créer un petit peu une sorte de d'entonnoir vers lequel tu peux le diriger, qui te permet de le pousser petit à petit, et à un moment, tu arrives d'un coup de tête assez vif à choper son épaule avec une corne et le repousser violemment. Tu vois que il se rétablit assez facilement là où tu l'avais jeté et où n'importe qui se serait juste allé se ramasser. Lui se rétablit de manière très agile, d'une simple... il roule sur son épaule en fait et se relève, pour ainsi dire, dans le même mouvement. Mais de son côté, lui n'est plus dans la zone d'effet. Et si toi tu te déplaces, tu arriveras à son contact et sortiras de cette zone d'effet. C'est exactement ce que je vais faire. Et donc, en sortant de ce nuage de vif-argent et d'autres procédés alchimiques qui restaient en suspension, tu sens ta croissance se terminer. Tu vois tes griffes réellement prendre leur forme habituelle et tu revais ton habit complet. Les malus qui s'appliquaient jusque-là se dissipent, donc tu reprends tes dégâts totaux et tu le domines maintenant, tu fais presque 2 fois sa taille, ce qui le rend un peu moins menaçant visuellement en tout cas. Et probablement par excès de confiance par rapport au fait que j'ai réussi à achever ma transformation, je vais enchaîner attaque après attaque, je vais vider toutes mes actions. Ok, donc là il te reste 2 actions de... Ok. 3 3 pardon, oui. C'est vrai, ouais, non je... Donc je te fais les 3 corps à corps. Oui. Ok. Ok. Alors, je fais juste les jets de défense sur celles sur lesquelles il se défend. Il va prendre la première. La deuxième, il se défend de justesse en fait. Il a l'air d'avoir utilisé ta première action pour se placer en quelque sorte. Utiliser le coup que tu lui as porté pour sortir de cet endroit un peu acculé puisque tu l'as jeté contre un mur en fait, et pouvoir juste s'ouvrir un petit peu plus de place pour manœuvrer, ce qui lui permet d'éviter la deuxième, et il va manger la troisième aussi. Donc au total... Il me semble que je tape à 18, donc ça doit faire 36 du coup. Alors là c'est avec ton physique, donc c'est... ouais mais j'ai des bonus de dégâts au cac. Ok. Donc au total c'est 18 et 18. Parce que c'est deux. Et en fait, sur la première, tu lui mets un violent coup de corne qui justement le fait reculer de plusieurs pas. La deuxième, il se déplace à peine, et sur la troisième, en fait, c'est avec tes griffes que tu viens choper
au niveau de son ventre en remontant. Tu viens l'érafler profondément. Tu sens l'odeur du sang qui emplit l'air. Il a l'air vivement blessé. Cependant, il n'est pas à terre et il se jette sur toi, puisque lui a encore de quoi faire. Et la première, ça touche. Après, le fait que ça qu'il y ait des critiques ou pas, on s'en fiche. Et je crois que du coup c'est tout. Ouais, c'est tout. Et donc il te réinflige les mêmes dégâts, ce qui fait que toi aussi tu passes en blessure grave. Non. Parce que je suis transformé. Oui, mais là il t'inflige suffisamment de dégâts pour t'en mettre des blessures légères. Ah, il me met 2 légères. Ouais. Ok. Il a fait beaucoup de 20, donc les dégâts sont suffisants ok. pour passer à 2. Je t'ai pas donné les valeurs, mais en soi, au total, ça montait à 22. Donc normalement, c'est pile poil qu'il faut pour. Ouais, c'est ça. Non, ouais. mais pas de soucis. Donc je passe en grave. Et donc tu passes en grave aussi, ce qui fait que vous êtes tous les deux là, sanguinolents, et un nouveau tour d'initiative. Pense à mettre ton malus de moins 2D, vu que tu es gravement Ouais. blessé. Je crois. Mode D. Hop. Moins de. Attends, non, ça c'est pas un moins. Pourtant, t'as enlevé les lunettes là, t'as plus d'excuses. Ouais, le j'ai enlevé six. les lunettes, mais. Sur le 6, c'est la Ouais, 7ème c'est touche. C'est bon, c'est bon. Ou sur le pavé numérique si besoin. Ok. Et c'est lui qui va jouer en premier, puisqu'il a fait un très bon jet, et en fait il se lance contre toi sur son premier test. Il fait 3 succès. Oh bah, on va défendre. Hein. Surtout qu'il s'est défendu sur 5 succès, le bâtard. Alors, défense. Il est doué. il est doué. Ah, il est doué. Il est doué, et du coup tu reprends une seule blessure légère pour le coup, mais alors que ces dagues ayant goûté ton sang ont l'air d'en vouloir plus, tout comme toi ayant goûté le sien, tu en veux également plus. Tu sens le vif argent tranché juste en dessous de tes côtes flottantes sur le côté. C'est douloureux, c'est désagréable, et il n'a pas l'air de s'arrêter là. Il s'élance à nouveau. Il fait 5 succès, donc dans tous les cas. Ah sinon en défense t'as beaucoup de dés encore. C'est... Oui. Non, j'essaye pas. Du coup tu reprends une nouvelle blessure légère, alors que cette fois-ci la dague vient se planter dans ton épaule directement et qu'il l'y laisse. Et je vais te laisser l'opportunité de décider d'essayer de fuir si tu veux fuir, puisque les prochains dégâts qu'il t'infligerait te mettraient à terre. Donc si tu souhaites essayer de t'enfuir, tu en as la possibilité, sinon il lui reste encore des choses à faire. Je pense que dans l'état dans lequel je suis pas. Il y a trop de. J'ai goûté son sang. J'ai pas l'état d'esprit qui me permettra de me barrer. Dans ce cas-là, parce que quand même tu restes un peu bestial, si c'est pas une décision de ta part, je vais te demander un test de résilience. Ouais. Qui sera vraiment difficile et qui déterminera si la soif de sang. Ok. Et donc en fait, à ce moment-là, le goût du sang est fort en toi, mais il y a aussi la peur, cette peur un peu animale de la mort, Ouais. qui te pousse à hésiter, qui suffit pas vraiment à te faire réellement complètement partir, mais qui te fait reculer, qui te donne l'envie de t'éloigner sans réellement te donner la motivation de le faire. Et de ton côté, Deva, c'est à ce moment-là que tu arrives
non pas à l'arrière, mais devant la maison de Justin, dont tu vois la porte entrouverte et tu entends les bruits du combat Et qui viennent de derrière. potentiellement, je vois peut-être une ombre un peu chelou derrière. Y a pas en fait, il n'y a pas d'éclairage qui viennent de l'arrière qui permettrait de réellement voir ça, sachant qu'il fait pas nuit, mais... Enfin si, il fait nuit en plus. Là, il est presque minuit, donc il fait nuit. Donc non, il y a rien qui te permet de voir une ombre, mais par contre, t'entends les bruits, t'entends les grognements d'Isha, que tu connais, ce qui veut dire qu'il s'est transformé. Et du coup, je cours à l'arrière. Ok. Et quand tu t'élances à l'arrière, tu aperçois cet homme. Donc tu aperçois déjà cette silhouette gigantesque d'Isha, complètement difforme, avec ses membres trop longs et trop frêles qui le font se tenir de manière un peu de guingois. Et tu vois aussi cet homme qui paraît bien petit face à lui, et pourtant Isha a l'air de reculer. Isha a l'air mal en point. C'est difficile pour toi de le voir précisément et dans le détail, mais il a l'air parfaitement en maîtrise de ses mouvements. Et je vais te... Tiens, hop, on va le faire comme ça. Hop, attends, pardon. Tu vois en fait que l'homme te remarque et d'un geste du poignet très vif, il a l'air de lancer quelque chose vers toi. Tu vois un scintillement qui s'élance dans ta direction. Tu peux me faire un test d'évasion si tu le souhaites pour éviter la dague qui se dirige vers toi. La difficulté est de 3. Ok. Et tu te manges la dague, quelque chose de gras. Elle t'inflige... Alors attends, parce que c'est pas les mêmes dégâts. Elle t'inflige 16 points de dégâts, je crois. Ou 15. 15 points de dégâts. Ouf. Alléluia, c'est que de légère. Ah, ça de la correctionnelle. Oui, je sais. Croyez-moi, tout est parfaitement calculé. S'il avait fait un 20, ça aurait été une autre musique. Mais du coup, tu sens la dague, en fait, toi, Isha, tu le vois alors que tu es en train de reculer et que tu as l'impression que l'équilibre proie-prédateur a été renversé. Tu le vois sans même lâcher tes yeux du regard, faire un geste sec, et tu entends le bruit d'une dague qui se plante. Il n'a plus de dague entre les mains, mais malgré tout, tu sens aussi le sang de ton camarade de Deva se verser. Ça te réconforte pas, hein, loin de là, t'as toujours l'envie de t'éloigner, mais malgré tout, il a l'air d'attendre à partir de là, et du coup, techniquement, c'est à toi de jouer. Ah bah... Bon, je vais le bourrer le plus possible. Hein. Ok, il te reste une action, deux actions. Deux, ok. Ok, fais donc. Oh là là, c'est dramatique. Ok. Et en fait, sur la deuxième, la première, tu le touches, tu l'érafles, lui infligeant encore une blessure, mais qui ne suffit pas à réellement faire la différence dans ce combat. Et sur la deuxième, alors que tu charges avec tes cornes, tu le vois attraper tes cornes des deux mains, se fixer face à toi alors qu'il tient ta tête devant son visage, et tu vois son visage, son regard mauvais, son sourire satisfait alors que du sang coule un peu de sa bouche. Et là, pour le coup, tu te rends compte que tu as face à toi un homme qui n'a absolument pas peur, hein, et c'est toi qui te met à avoir peur, alors que face à lui, toi se situe réellement un prédateur pour toi, un réel danger de mort. Et cette fois-ci, rien en toi ne peut te motiver à rester. Tu prends la fuite en reculant, tant bien que mal. Et Deva, du coup, tu vois cette silhouette gigantesque reculer.
C'est un peu comme un animal qui panique en poussant sur ses pattes tant bien que mal, maladroitement, avant de prendre la fuite à grandes enjambées. Je suis vraiment complètement détruit par la peur ou j'ai quand même la présence d'esprit, si je le veux, d'attraper Deva pour le tirer de ce mauvais pas. En fait, disons que la peur te submerge au point de te faire te rendre compte que tu es en danger de mort et qu'il faut absolument que tu fuis. Mais du coup, tu as la conscience que c'est un danger de mort et que si ça l'est pour toi, ça l'est aussi pour tes potes. Donc tu peux l'attraper au vol. Ouais, je pense qu'en me barrant, j'attrape Deva sans aucune bienséance. Et délicatesse, voilà, c'est le terme plutôt. Et je le jette sur mon épaule et je cours pour fuir cette scène. Alors du coup à ce moment-là, j'enlève la dague de mon corps, je la jette au sol et je fais une illusion pour pas que le machin de 3 mètres soit vu par le monde entier. Ok. Ouais, je vais pas te demander un test de pouvoir parce que la dernière fois que je t'ai demandé des tests, ça a eu des conséquences dramatiques et ça serait embêtant. Mais donc tu lances cette illusion qui fait que, aux yeux du monde, il a juste l'air d'un homme mal en point qui fuit. Oui. Et vous prenez la fuite comme ça, au triple galop. Isha, du coup, tu fuis vers l'hôtel. Oui. Ok. De ton Alors côté. du coup je suis monté sur sa tête au niveau de ses cornes. Et quand je vois qu'il va vers l'hôtel, je lui fais changer un peu de direction en lui disant va pas par là, il savent où on est. Je trouve un autre endroit. Je suis capable de communiquer en mode bestial ou pas? C'est un peu compliqué. Disons que pas ta voix est salement déformée. Ok. Je continue vers l'hôtel. Ok. Je tire ses cornes pour lui faire comprendre de pas y aller. Deva, fais-moi un test d'athlétisme qui sera très difficile. Ok, tu tires, en fait, Isha, tu vas pas réussir à le stopper, mais Isha, tu sens qu'il tire sur tes cornes, et en fait, toi qui es en train de fuir vers l'avant, le fait qu'on te redresse, ça, forcément, ça te ralentit un peu. Ça te force pas à changer d'idée, mais du moins, ça te fait lever un peu le pied. Ok. À l'hôtel. Une ruelle pas loin, juste le temps de vérifier qu'on n'est plus suivi. Et alors, justement, en parlant de plus suivi, Deva, toi qui est juché sur les épaules d'Isha, qui du coup est très exposé, on va dire, tu sens une légère douleur à l'arrière de ton épaule. Pas quelque chose de violent, tu prends pas de dégâts, mais tu sens quelque chose qui perce ta chair, comme une aiguille, une fléchette peut-être. C'est dur à dire. Et petit à petit, alors que Isha t'amène dans la ruelle, tu sens comme si ton métabolisme était perturbé, comme si quelque chose s'attaquait à la part de souillure qui est en toi. Petit à petit, tu sens que le fait de maintenir ton illusion a l'air de venir ronger ton organisme, en quelque sorte. Une fois dans la ruelle, du coup, j'arrête l'illusion et j'essaye de voir ce qui a touché mon épaule, du coup. Et effectivement, ça a l'air d'être une sorte de fléchette, comme un tir de sarbacane ou quelque chose comme ça. Ok, bah, je le retire et je regarde que du coup je suppose être un injecteur. Non, c'est vraiment une sorte de truc long comme ça, mais y a rien dedans. Par contre,
C'est pas une seringue. C'est très probable. comme Non, une c'est pas une seringue, c'est genre vraiment une aiguille. Par contre, très probablement, elle était enduite de quelque chose. Ouais, du coup, je la retire et je la mets dans une fiole à l'intérieur de mon sac. Et bon, détransforme-toi s'il te plaît déjà. C'est déjà fait, hein, le but de la ruelle c'était ça, hein, c'était de Ok. me retransformer en... Euh, Par contre je suis à moitié à poil maintenant. Hmm. oui, bon, ça, on verra ça plus tard. J'en ai rien à foutre. Attends. Ison et Martin. D'accord, ça change pas le fait qu'on doive aller à l'hôtel. Si on va à l'hôtel, il faut qu'on retourne à Paris. Tu connais un autre endroit où il y a une craie, toi? Justement, voilà, on va à l'hôtel, on prend la craie, on retourne à Paris. Oui, c'était pour ça que je voulais aller à l'hôtel. Bah, très bien, on y va. Faut faire vite. Et on y va en courant, du coup. Alors moi en courant, bof bof, hein, je suis pas bien du tout, hein. Et effectivement, là où c'était pas forcément très visible sur la... Enfin, ça se voyait un peu, mais c'était pas forcément aussi concret sur la forme bestiale. Là, tu vois un Isha qui... En plus, tous ses vêtements sont en lambeaux, donc tu vois toutes les entailles. Tu vois à quel point il est sanguinolent, faible, fébrile même. Il est, pour ainsi dire, à deux doigts de s'effondrer. Et la course effrénée n'a pas aidé, hein. Très clairement, Isha a perdu beaucoup de sang. Donc, ouais, toi, rapidement, ça va être compliqué. Bah, du coup, on va y aller le plus rapidement possible. Je vais le soutenir pour qu'il avance le plus vite possible. Et moi je vais le diriger dans les ruelles, tu sais, pour qu'on prenne le chemin le Ok. plus rapide mais aussi le plus discret pour éviter les problèmes, quoi. Très bien. Vous prenez ce chemin, enfin vous trouvez un chemin, vous n'êtes pas très loin de toute façon, vous êtes détransformé à quelques rues de là. Par chance, il n'y a personne dehors. C'est peut-être le seul avantage de votre situation, c'est qu'il est trop tard pour que réellement il y ait des gens qui soient là pour vous remarquer. Alors, spoiler, s'il y avait eu quelqu'un. Eh ben je sais bien, mais c'est malgré tout. C'est par chance pour eux, hein, c'est. Voilà, genre, le destin est de leur côté, c'est tout ce qui se passe, hein. Mais malgré tout, vous regagnez l'hôtel tant bien que mal. Toi, Isha, à partir du moment où vous avez franchi la porte de l'arrière-salle, que tu vois le corps de Martin, le clin d'œil à ta mise en scène, tu comprends un peu mieux aussi pourquoi ils t'ont attaqué. Et tu comprends l'urgence de la situation et pourquoi Deva était pas forcément très partant à l'idée de revenir. Du coup, une fois qu'on est là, je vais je vais prendre le corps de Martin. Mhm. Je vais le récupérer. Je vais demander à Aïcha de prendre la craie et de descendre au sous-sol. Et de barricader le sous-sol et de se TP à Paris avec le corps de Martin. Ok. Vous rendez compte que Martin étant mort, non seulement ce lieu n'est plus vraiment sûr, mais en plus de ça, ce lieu devient un problème pour vous, puisque eh bien, il va falloir expliquer sa disparition, gérer le fait que il y a des gens dans cet hôtel, et il y a aussi des éléments qui peuvent être un peu compromettants. Que donc, une fois passé cette porte... Ouais, du coup, avant de passer la porte, je vais fouiller rapidement tous les documents qui pourraient être compromettants pour la Ligue.
Il n'y en a Et les pas recteurs. énormément et la plupart Mais le peu qu'il y a, sont les rangés recteurs. dans la chambre de Martin, là où tu as récupéré la craie. Mais du coup, tu fais une petite récupération, un petit nettoyage des éléments compromettants. C'est dur pour toi de savoir d'être certain que tu ne laisseras rien derrière. Pour ça, il faudrait pouvoir prendre le temps de réellement étudier. Je pense qu'il y a Étudier quelqu'un tout. d'autre qui Oui, voilà. Mais au moins, tu limites un peu la casse. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un venait à se rendre ici, il faudrait réellement chercher pour trouver des éléments problématiques. Et a priori, la Ligue devrait faire aussi un nettoyage suffisant derrière. Et donc, vous prenez avec vous le corps de Martin, vous ouvrez un portail dans la cave où il y a de ça à peine quelques semaines, vous enfermiez François pour lui tirer le plus d'informations possible et vous retrouvez le hall du Palais du Louvre, le quartier général du Lys pourpre, où, pour ainsi dire, instantanément, toutes les personnes qui sont à proximité se figent. Il y a un léger moment de flottement où, vous le savez, ils sont partagés entre le fait que vous revenez sanguinolent et visiblement mal en point et le fait que il y a de la souillure qui fait réagir leur badge. Et puis finalement, après ce qui vous paraît extrêmement long, mais qui en réalité ne dure que quelques secondes, on se précipite vers vous pour s'occuper de vous, vous demander ce qui s'est passé, essayer de comprendre. Je vais tout vous expliquer. Faites soigner mon ami et Non. On retourne à la Carta. bah du coup va à la Garta, je leur explique ce qui s'est passé rapidement, qu'ils comprennent un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire. Et tenez le cadavre de Martin, votre informateur de Toulouse. Il a succombé à la bataille. Et tu vois que très rapidement, en fait, quand tu commences à expliquer et que tu arrives au point où tu évoques la chute de ce sanctuaire de la Ligue, quelqu'un passe la porte pour s'assurer qu'il y ait de la présence de la Ligue sur le terrain et pour pouvoir faire le nettoyage sans avoir à refaire la descente en train. Du coup, je lui dis quand même de faire très attention parce que c'est compromis. Donc, Et quand tu dis ça, du coup, il y a 3 autres personnes qui le rejoignent. voilà. Et du coup, une fois que j'ai fini de tout expliquer, que monsieur a assuré d'avoir transmis le cadavre de Martin pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom, je leur présente mes condoléances et mes remerciements pour tout ce qui se passe et que je vais devoir aller faire un rapport auprès de mes supérieurs et que du coup, je me casse. Ok. Il te demande de rendre la craie, Oui, bien sûr, je leur enlève. mais du coup, il t'ouvre un portail pour que pour que vous rentriez à la Garta. Portail que du coup vous franchissez tous les deux et à la Garta, c'est à peu près la même chose qui se passe lorsque vous franchissez cette porte. Je suppose que ça dure moins longtemps vu qu'eux ils sont quand même plus habitués. Eux ne se figent pas à cause de la souillure, eux se figent l'espace d'une seconde, juste de votre état, mais c'est un peu le temps que le choc passe et tout de suite on se précipite vers vous, surtout vers toi Isha, pour te prendre en charge en fait et t'emmener à l'infirmerie. Moi étant donné que du coup j'ai pas, vu que c'est juste une blessure légère, que j'ai pas trop besoin de passer à l'infirmerie, je vais d'abord aller voir Finn. Ok. Effectivement, de ton côté, d'un premier abord, t'as juste
une épaule un peu ensanglantée, mais ça a pas l'air ça a pas l'air grave. Donc on t'ignore un peu. Bien. Ce qui est surprenant, puisque d'habitude on te remarque plutôt par ton apparence. Alors je pense que pour éviter l'infection, dès qu'on était à Paris, j'ai repris ma forme Après, normale. je te le dis parce que c'est un fait. En fait, toutes les entités et autres, et même toi du coup par ta nature, vous avez en gros une forme réelle et une forme humaine. Donc toi, ta forme humaine, c'est piercing, tatouage, tout, Ouais. qui est pas édulcoré. Mais en fait, cette forme-là, c'est pas une illusion. C'est juste la forme humaine que tu peux assumer sans avoir besoin d'utiliser tes pouvoirs. Ouais, bah je reprends cette forme-là justement. Donc et, c'est cette forme qui d'habitude choque un peu et que généralement tu vas édulcorer légèrement en enlevant les piercings ou en enlevant les tatouages selon les situations pour faire un peu mieux passer la pilule. Mais là, t'as pas du tout la possibilité et la motivation de limiter tout ça. Donc effectivement, c'est un peu surprenant de te dire que dans toute ta splendeur, c'est là que tu évites le mieux les regards aujourd'hui. Et tu prends le chemin du quartier des Chasseurs Rouges pour débriefer avec Finn de cette soirée complexe et de ses implications. Et ce débrief, on le fera après une petite pause. Et pour l'instant, on va laisser ça en suspens. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez, ciao ciao tout le monde!